Bienvenue à la FASTI et merci d'être des nôtres ce soir pour cet échange et ce regard croisé autour des questions de prostitution, mais plus spécifiquement de se questionner sur quel impact des lois envers les femmes migrantes en situation de prostitution. Alors pour les personnes qui viennent pour la première fois à la FASTI, donc qu'est-ce que c'est la FASTI? C'est la Fédération des associations de solidarité avec toutes et tous les immigrés, qui représente une cinquantaine d'associations en France, qui partagent ces associations des valeurs et des revendications communes, à savoir la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, et l'égalité des droits. Dans ce combat, la FASTI porte la question des femmes migrantes au cœur de la lutte pour les droits des femmes et de la lutte pour les droits des étrangers, en développant une pensée articulant féminisme et antiracisme. Pour ce soir, pour notre regard croisé, nous avons choisi d'aborder avec vous la question de la prostitution, non pas de façon générale où chacun et chacune donnerait son avis, mais surtout en questionnant les difficultés et les violences subies par les migrantes en situation de prostitution, notamment les violences d'État, que ce soit à travers le harcèlement policier dont elles sont victimes ou encore la difficulté d'accès au droit au séjour en France. Ces dernières années, le paysage de la prostitution a changé du fait des changements géopolitiques survenus au niveau mondial et de la modification du cadre légal, que ce soit le droit au séjour ou la loi du 13 avril 2016 sur laquelle on reviendra. Et aujourd'hui, les femmes migrantes en situation de prostitution sont donc confrontées à de nouvelles problématiques. Afin de comprendre ces problématiques et ce phénomène avec vous, de mieux savoir aussi comment leur apporter notre soutien et notre solidarité en tant qu'association, nous sommes ravis ce soir d'accueillir Sarah-Marie Maffezoli et Milena Jakzik qui, à différents niveaux, feront le lien entre les migrations, le rapport politique à la sexualité et la violence d'État dont sont victimes les femmes migrantes en situation de prostitution, qui font toujours l'objet de ce double soupçon. Donc ce soir, pour celles et ceux qui avaient vu l'affiche, malheureusement, il nous a été impossible de trouver une personne travailleuse du sexe acceptant de témoigner, étant donné la situation compliquée sur le terrain. Mais justement, voilà, Sarah-Marie nous décrira à partir de l'action du Lotus Bus de Médecins du Monde et du programme Tous en marche contre les violences faites aux travailleuses du sexe, cette difficulté-là. Et nous écouterons ensuite Milena qui nous présentera sa dernière étude ayant pour objet d'analyse la traite des êtres humains et qui interroge le statut improbable de victime coupable. Moi, je suis Sarah-Marie Maffezoli. Comme ça a été dit, je suis en charge d'un programme de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix, je suis malade, tout ça. En partenariat entre le Lotus Bus de Médecins du Monde, qui est un programme qui intervient depuis 15 ans spécifiquement auprès des travailleuses du sexe chinoises à Paris, les Amis du Bus des femmes, qui est une association de santé communautaire qui a été créée dans les années 90 à Paris, et le syndicat du travail sexuel qui existe depuis 2009. Donc, voilà, la question du traitement des travailleuses du sexe migrantes a toujours été problématique. Je pense que la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus
vraiment depuis avril 2016, comment est-ce que leur situation a changé, est-ce qu'elle s'est améliorée comme cela avait été annoncé. Pour dire les choses très clairement, Médecins du Monde, comme vous le savez, mais les autres organisations avec lesquelles on travaille également se sont positionnés contre la loi du 13 avril 2016, contre la pénalisation des clients. Donc voilà. Après, même si nous nous sommes d'emblée positionnés contre la pénalisation des clients, ça ne veut pas dire que si elle avait eu des effets bénéfiques et si la loi de manière générale avait eu des effets bénéfiques, nous en aurions été mécontents, bien au contraire. Malheureusement, ce que l'on constate à ce stade, c'est que à peu près tout ce que nous dénoncions dans le plaidoyer contre la pénalisation des clients est en train d'arriver. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que cette loi contenait, enfin, il contient toujours deux volets, un volet répressif et un volet dit social, que le recul que l'on a doit être nuancé, puisque de manière très paradoxale, à ce stade, seul le volet répressif est entré en vigueur et que le volet social va entrer en vigueur normalement au 1er janvier prochain. Donc, on a toujours été critique sur le volet social parce que c'est un volet qui maintenait la précarité pour les travailleuses du sexe migrantes avec des titres de séjour précaires, c'est-à-dire pour les personnes qui intégraient le fameux parcours de sortie de la prostitution, un titre de séjour de 6 mois conditionné à l'arrêt de l'activité. Donc, ce qui en soi est très compliqué, avec un sous-financement en termes de formation et notamment d'apprentissage de la langue, avec aucun financement prévu pour l'hébergement. Enfin, en gros, on a toujours eu le sentiment que c'était un petit peu une mesure, un effet d'annonce pour faire passer la pilule répressive. On aimerait bien que ce soit autrement. On va voir comment ça va se passer au 1er janvier prochain. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, on n'a pas de retour sur ce côté-là. Sur le volet répressif, la version officielle, c'est que ce sont les clients donc, qui sont pénalisés et les travailleuses du sexe ne le sont plus. De fait, il n'y a quasiment plus d'arrestations pour racolage public. Après, il y a pu encore avoir, alors de manière un peu résiduelle, des mises en cause ou des formes de menaces de travailleuses du sexe en disant qu'on pouvait toujours les arrêter pour racolage public. Enfin, en tout cas, avant l'été, c'était comme ça. Parce que ça, c'est le temps, malheureusement, que la loi soit connue également des services de police. Parfois, ça peut mettre quelques mois, et de la justice aussi. Ce qui a quand même des conséquences qui ne sont pas négligeables pour les personnes qui, à un moment donné, vont se retrouver dans un flou, parce que nous, on va véhiculer tout un discours qui est « vous ne pouvez plus être arrêté pour racolage public puisque l'infraction n'existe plus » et parallèlement, elles vont éventuellement être arrêtées. Mais au-delà de ça, ce qu'on a pu constater, alors ça dépend des terrains, l'application qui en a été faite. Sur un terrain très parisien, il y a ce qui est Belleville, et où il y a eu énormément de problèmes. Immédiatement après l'adoption de la loi, c'est-à-dire à partir de mi-avril, il y a eu énormément d'opérations de contrôle d'identité qui visaient exclusivement les travailleuses du sexe chinoises. Parce qu'il y a une politique à Belleville qui consiste à vouloir chasser les travailleuses du sexe de la rue, parce que Belleville ne doit pas devenir un territoire de prostitution. Ça fait 15 ans que ça l'est, mais ça ne doit pas être pérennisé. Et donc, voilà, il y a cette logique-là très importante. Je ne vous cache pas qu'en termes de message d'information sur les droits à faire passer aux travailleuses du sexe, ça a été pour nous extrêmement compliqué, là encore, puisque on leur avait dit qu'à partir de l'adoption de la loi, elles ne pourraient plus être arrêtées simplement parce qu'elles se prostituaient. Or, elles continuaient à être arrêtées parce qu'elles étaient dans la rue et qu'elles se prostituaient, et que la police les connaissait comme dépourvues de titre de séjour parce qu'elles avaient été auparavant contrôlées au titre de la pénalisation du racolage public.
Donc, elles se retrouvaient, bien évidemment, de toute façon, le but était toujours le même, à savoir les envoyer au centre de rétention pour éventuellement les reconduire. Ou alors, même quand il ne s'agissait pas de les reconduire, de toute façon, modifier leur manière d'exercer, de manière qu'elles ne soient plus dans la rue la journée, mais qu'elles exercent la nuit, éventuellement. Donc ça a été l'effet de la répression directe. Après, il y a eu assez peu de verbalisation effective de clients. Il y a eu l'effet très dissuasif de on envoie la police dans des endroits, ce qui fait que de toute façon les clients ne viennent plus parce que quand ils arrivent, ils voient qu'il y a la police. Donc ça empêche les personnes de travailler et ça n'améliore pas leur relation avec la police, puisqu'il faut avoir toujours à l'esprit que elles ne se perçoivent pas dans ces cas-là comme victimes des clients, donc elles ne comprennent pas pourquoi la police va à un moment donné intervenir pour les empêcher de travailler. Il y a eu aussi toutes ces situations extrêmement ambiguës liées à l'obstacle de la langue, mais avec aucun travail fait avec les personnes, où il y avait un contrôle des deux, donc de la travailleuse du sexe et du client. Et donc, probablement, d'après les retours que l'on a, la police leur disait qu'elles étaient contrôlées parce qu'elles étaient victimes. Ce qui déjà est d'une logique un petit peu particulière, et enfin, ce qui est une logique assez policière, d'estimer qu'on peut contrôler les gens parce qu'ils sont victimes, mais qui en plus leur disait en français, et donc elles ne pouvaient de toute façon pas le comprendre. Et avec aucun document, enfin, de manière intéressante, ils ont à aucun moment pensé, par exemple, à faire des petits documents dans plusieurs langues pour dire aux personnes, en fait, on contrôle le client, vous n'avez rien à voir avec ça, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et donc, pour elles étaient quand même contrôlées par la police, alors pas arrêtées, certes, mais voilà, et puis on les empêchait de travailler, puisque dans ces cas-là, la police dit aux clients de s'en aller, à la travailleuse du sexe de partir, donc elles ne peuvent pas travailler. Donc ça a eu un impact extrêmement important. Quand je parlais des modifications de conditions de travail, de manière générale, en France, il y a une raréfaction du nombre de clients, et surtout, c'est le gros problème, des bons clients. Donc une augmentation de la précarité des personnes, et donc une augmentation des violences, puisqu'elles acceptent des clients qu'elles n'acceptaient pas auparavant, puisqu'elles n'ont plus le choix. Et après aussi, quand il y a des contrôles policiers, l'impact immédiat, c'est qu'elles vont aller travailler la nuit pour éviter les contrôles policiers. Et la nuit, c'est plus dangereux. Et donc, une augmentation des violences. Et nous, ce qu'on constate, et ça, c'est pas seulement le Lotus Bus, c'est un constat qui est partagé au niveau national par toutes les structures que ce soit les différents programmes de Médecins du Monde ou les associations de santé communautaire qui interviennent dans différentes villes de France, c'est le constat d'une augmentation des violences, et avec, malgré tout, pas plus de confiance dans la police, puisque la police les empêche de travailler, voire les arrête. Après, pour aller peut-être un peu plus loin sur l'effet contre-productif de la loi en termes de violence, particulièrement sur les femmes migrantes, c'est que travailler dans la rue, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont changé leur manière de travailler pour aller sur Internet, puisqu'il y a des clients qui se sont rabattus sur Internet. Sauf que travailler sur Internet, bon, déjà, il y a un certain nombre de travailleuses du sexe qui n'aiment pas travailler sur Internet, celles qui travaillaient dans la rue, parce que ce n'est pas du tout les mêmes manières de travailler, de sélectionner les clients. Et pour des questions de sécurité, ça peut être vraiment plus compliqué. Mais aussi, pour maîtriser Internet, c'est quand même mieux de maîtriser le français. Et donc l'impact direct pour les travailleuses du sexe migrantes, c'est qu'elles sont plus obligées de recourir à des intermédiaires pour pouvoir utiliser Internet, pour faire les annonces, voire pour répondre au téléphone. Parce que avoir des échanges dans la rue avec des clients en maîtrisant mal le français, c'est quelque chose qui est assez jouable, parce que on se voit et qu'on peut échanger d'autres manières que strictement par la parole. Le téléphone n'offre pas du tout les mêmes possibilités que le fait de se voir. Donc, paradoxalement, je dirais, les intermédiaires, ça a un coût, et un coût qui n'est pas négligeable. Et donc, paradoxalement, des personnes qui étaient plutôt indépendantes et assez peu soumises à l'exploitation ou à des exploitations, on va dire, mesurées,
au sens où, de toute façon, pour avoir un lieu de travail, comme les personnes encourent un risque pénal, les appartements de travail sont souvent plus chers qu'un appartement de vie, qui sont là, pour le coup, encore l'effet contre-productif de la répression. On constate qu'il y a quand même un peu une forme d'augmentation de l'exploitation, alors qu'il n'y a pas une exploitation, on n'est pas dans les grandes idées de la contrainte, l'exploitation, des personnes qui sont menacées, tapées, obligées, mais de personnes qui, à un moment donné, ont besoin de travailler et qui trouvent des manières de travailler au sein des champs des possibles qui s'offrent à elles. Donc voilà, au nom de la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, on a généré de l'exploitation puisqu'on a limité le pouvoir des personnes. Donc voilà, on constate vraiment qui sont autant de choses que nous avions dénoncées avant en disant, voilà, il y a les expériences étrangères qui le montrent, la répression, toute forme de répression, qu'il s'agisse d'une pénalisation directe ou indirecte, ça génère ça. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Voilà, il y a plus d'exploitation, il y a plus de précarisation, plus de violence, il y a plus de prise de risque aussi, parce qu'en fin de compte, contrairement à ce qui a été énormément véhiculé, les clients se sentent dans une situation de pouvoir vis-à-vis des travailleuses du sexe, parce qu'en fait, on peut leur répondre tout ce qu'on veut de « bah oui, mais t'es pénalisé, tu risques tant et c'est dangereux pour toi ». Il faut bien travailler et ils font jouer la concurrence. Et comme il y a moins de clients, il y a plus de concurrence, donc ça fonctionne. Et donc, ils demandent des rapports non protégés. Enfin, voilà, c'est vraiment une situation catastrophique. Et donc, juste pour terminer, parce qu'après, c'est quand même mieux de discuter, mais l'explication sur le fait qu'il y a aucune travailleuse du sexe chinoise qui n'a voulu finalement participer ce soir, c'est vraiment... qu'en fait, elles peuvent beaucoup moins se permettre parce que 2 heures ou 2-3 heures de temps, c'est de l'argent et qu'à un moment donné, c'est plus compliqué d'aller s'engager à perdre 2-3 heures. Voilà, donc désolée, mais c'est un des impacts aussi, c'est que ça rend les contacts avec les personnes un peu plus compliqués parce qu'elles passent en réalité beaucoup plus de temps à travailler pour gagner moins d'argent. Toujours dans un contexte lié à la précarisation de l'activité.